Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but ? Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. C'est un grand honneur pour Les Becs Sucrés que de recevoir Christine Ferber, aussi connue sous le nom de la Fée des confitures. Issue d'une famille de boulangers-pâtissiers de Niedermorschwihr en Alsace, Christine s'est formée au métier de pâtissière à Bruxelles dans les années 70 et remporte, après l'obtention de son brevet de compagnon pâtissier, confiseur et chocolatier, la compétition nationale des jeunes pâtissiers. Elle a fait ses armes à Paris chez Lucien Pelletier avant de rejoindre la boulangerie-pâtisserie familiale en 1980. Les années 90 la propulsent sur le devant de la scène grâce au succès incroyable que rencontrent ses confitures. En 1998, elle est nommée chef pâtissière de l'année. Mais avant tout, Christine est devenue l'égérie de la maison Ferber, une histoire familiale et solidaire où l'ensemble de la famille a contribué à faire grandir la maison et ses compétences. Aujourd'hui, la maison exerce 7 activités: boulangerie, pâtisserie, traiteur, glacerie, chocolaterie, confiserie et épicerie. Depuis le laboratoire originel placé à l'arrière de la boutique, ainsi qu'un laboratoire tout neuf, construit en 2015 et d'une surface de 1300 m². Nous partons aujourd'hui à la rencontre d'une personnalité au grand cœur et passionnée par son métier. Ses paroles sont une grande source d'inspiration. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Christine et bienvenue dans Les Becs Sucrés. Bonjour Julie, je me réjouis de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup de nous faire honneur de ta présence. J'aimerais commencer ce podcast en te demandant de te présenter s'il te plaît. Alors donc je suis Christine Ferber, pâtissière, confiseuse, chocolatière et je vis dans un village de 320 habitants, Niedermorschwihr, blotti entre des vallons qui sont couverts de vignes, de forêts, d'une nature extraordinaire. Et donc c'est ici que tu vis de ta passion. Peux-tu nous dire s'il te plaît comment est-ce que tu as fait le choix de devenir pâtissière, confiseuse et chocolatière ? Alors mon grand-père, mon arrière-grand-père était boulanger dans un village, dans le village d'Obermorschwihr. Et c'était une époque où les gens du village apportaient la farine et où mes grands-parents et arrière-grands-parents faisaient tout simplement le pain avec la farine qu'on leur apportait. Ils faisaient, tout compte fait, une prestation de service et ils étaient rémunérés à la fabrication et au modelage de ce pain. Ils avaient aussi un bistrot qui était ouvert tous les jours parce que jusque dans les années 70, après leur travail dans les vignes, souvent les vignerons venaient boire un verre au bistrot et surtout les dimanches matins après la messe. Et le matin, ma grand-mère exposait les pains sur les tables du bistrot. Alors, mon papa a bien sûr appris le métier de boulanger et il s'est installé dans le village de Niedermorschwihr. Et pour ce qui me concerne, en fin de compte, ce sont mes parents qui ont choisi. Ma sœur était toujours très souriante. On l'a tout de suite attirée à la boutique. Et moi, je faisais toujours la tête. Et on me disait, toi, tu fais mieux de rester à l'atelier, bien caché, parce que sinon tu vas faire fuir les clients. Et en plus, il est vrai, j'aimais beaucoup goûter tout ce que mon père fabriquait. Et donc, j'ai commencé déjà à l'âge de 8 ans à donner un petit coup de main à papa en dressant des meringues, en faisant des tartelettes aux fraises, des éclairs. À l'époque, les gâteaux étaient plus simples et plus facile à réaliser aussi. Les techniques employées étaient beaucoup moins compliquées qu'aujourd'hui. Voilà, donc à 15 ans, je pensais que j'étais déjà pâtissière et j'avais surtout envie de voyager. Je parlais couramment l'anglais, l'allemand, j'avais envie d'aller dans le monde, d'apprendre d'autres langues. Et mon père m'a attirée vers ce métier en me disant, si tu apprends le métier de pâtissière, tu peux voyager dans le monde entier. Alors il m'a aussi fait découvrir une exposition artistique de pièces sucrées réalisées en sucre tiré, sucre soufflé, sucre coulé. Et je pense que j'ai appris ce métier parce que je pouvais voyager, je pouvais éventuellement voyager et aussi parce que j'étais attirée par la part artistique du métier. D'accord. Et peux-tu nous dire à l'époque, quand ton papa tient la boulangerie-pâtisserie, quelle est la taille de l'entreprise ? Papa avait un boulanger
Maman et ma tante étaient à la boutique. Quelques années après, il y a eu une apprentie en D'accord. boutique. Moi, j'ai appris le métier à l'âge de 15 ans. Alors à l'époque, très peu de femmes apprenaient ce métier et les patrons de la région de Colmar ne souhaitaient pas d'un enfant de patron dans leur boutique. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de secrets encore à l'époque et on n'avait pas envie de transmettre ces secrets à l'enfant d'un collègue parce que ce collègue pourrait éventuellement grandir. Voilà. D'accord. Donc toutes les portes de l'apprentissage étaient fermées pour moi, déjà en tant que femme, mais aussi parce que j'étais fille d'un patron. Alors mon père a découvert il y avait déjà l'école Ferranti à l'époque, mais il n'acceptait que les élèves de la région parisienne. Et mon père a découvert, il a eu vent d'une école à Bruxelles. Donc j'ai fait mon apprentissage pendant 3 ans à Bruxelles, un apprentissage de boulangère, pâtissière, chocolatière. Et j'ai appris le métier de glacier aussi. Ensuite, je suis rentrée à la maison et bien sûr, j'étais prête pour partir en voyage. Et mon père avait transformé la boutique et il avait rajouté des jolis comptoirs d'exposition froids pour y exposer mes futures pâtisseries. Alors, j'étais très déçue parce que je me suis dit, ça y est, il me met un petit fil à la patte et je ne pourrai plus partir. En fin de compte, il m'a autorisée à partir 1 an de la maison. Et j'ai fait un concours, parce que bien sûr, en tant que femme, il fallait toujours prouver plus que les hommes. Et j'ai fait un concours et en 79, j'avais gagné la Coupe de France des jeunes pâtissiers. Et j'ai été embauchée à la Maison Pelletier, à Paris. Et j'y suis restée pendant Mhm. 1 an, à différents postes. Et ça a été une année merveilleuse, d'apprentissage encore merveilleuse, parce que ce métier, on apprend toujours. Tout au long de sa vie, on ne cesse d'apprendre et d'emmagasiner, d'abord par rapport à la matière et surtout par rapport aux techniques que l'on peut utiliser pour réaliser les choses. Et en 1980, je suis donc rentrée à la maison et mon père était très heureux, bien sûr. Ma famille était heureuse. Et c'est là qu'on a commencé à faire de la pâtisserie quotidiennement. Papa faisait des gâteaux les samedis, les dimanches et surtout pour les fêtes. Et puis là, D'accord. j'ai commencé à faire tous les jours des gâteaux. Alors bien sûr, au début, j'étais très très triste parce que bien sûr, on distribuait plus qu'on ne vendait puisque les gens n'avaient pas l'habitude de trouver des gâteaux tous les jours dans notre boutique. Mais c'est une période qui m'a surtout permis de travailler le côté artistique du métier parce que j'avais le temps. Je produisais peu. Ce qui faisait fonctionner à la maison, c'était surtout la boulangerie, les glaces, les gâteaux le dimanche. Donc les débuts de semaine, je pouvais vraiment passer beaucoup de temps à réaliser des pièces artistiques, des choses assez impressionnantes pour nos vitrines, et ça interpellait toutes les personnes qui venaient. Tout doucement, les gens ont acheté mes petits produits. Alors j'ai d'abord fabriqué tout ce que mon père confectionnait, et ensuite j'ai rajouté un peu quelques nouveaux produits. Et au fil du temps, j'ai donné une patte différente à la production, mais toujours dans l'esprit de ce que faisait notre père, très très qualitatif. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces nouvelles gammes que tu as mis en place? Quel type de produits c'était à l'époque? Alors à l'époque, c'était surtout des biscuits, des gâteaux de voyage, beaucoup de gâteaux de voyage parce que les gens dégustaient, achetaient des gâteaux, souhaitaient les garder 1 ou 2 jours, tels que la tarte Linzer, la conversation, qui est un gâteau que je ne fais plus, mais que j'aimerais refaire. C'est une pâte feuilletée dans laquelle on dépose le fond est en pâte feuilletée, on y dépose un petit peu de crème d'amande, on ferme d'une pâte feuilletée sur le dessus et on glace d'une glace royale et on y dépose un quadrillage en pâte feuilletée. Alors c'est un très très joli petit gâteau et qui se garde plusieurs jours, mais
qu'on conseille de déguster tiède. Et il est très beau parce que le quadrillage de pâte feuilletée, on a l'impression qu'il s'envole. Et le dessin que donne la glace royale, légèrement doré, est vraiment très très beau. Et voilà, alors je faisais aussi des petits hollandais, une pâte sablée, crème d'amande, confiture d'abricot. Et alors les fins de semaine, je pouvais me permettre de faire des choses plus légères, plus allégées, avec de la crème fraîche battue, un gâteau que vous aimez beaucoup dans votre famille, qui est la Dame Blanche. La fameuse dame blanche, je sais. Oui, la fameuse Dame Blanche, qui est une pâte à bombe, c'est-à-dire des jaunes montés avec un sirop ou du sucre glace. On y ajoute un petit peu quelques petites feuilles de gélatine, un peu de kirsch, l'alcool de prédilection dans la région, et puis un peu de crème fraîche battue. Et c'est notre crème du Saint-Honoré, c'est notre crème de la Dame Blanche. Et personnellement, je ne m'en lasse jamais. Je pense que si je commandais chez Ferber, je commanderais ça aussi, comme votre papa et votre maman les commandent toujours. Toujours la dame Et blanche. même si ce gâteau, Julie, c'est très drôle parce que quand votre papa commande, le gâteau n'est pas sur la liste à Noël. Et puis alors, il dit toujours à la personne au bureau, ma belle-sœur, il lui dit, écoutez, je sais très bien que ce gâteau n'est pas sur la liste, mais je sais que Christine me le fera. Voilà. Effectivement, je le fais. Et quelle chance nous avons de pouvoir encore trouver une dame blanche. Oui. C'est vrai que c'est le gâteau de Noël chez les Staub. Je ne le cache pas. Vous savez, il y a un autre gâteau qui est vraiment le gâteau de Noël des familles aussi, parce que, bon, d'abord, on a la chance de vivre dans une région extraordinaire. Parmi toutes ces fêtes qui jalonnent l'année, on retrouve un produit pour chaque fête. Et les familles se rassemblent. Souvent, les enfants sont loin, ailleurs, mais au moment de Noël, tout le monde se retrouve. Et puis, on déguste les mets qu'on dégustait quand on était beaucoup plus jeune, quand on était petit. Et ça fait tellement de bien, ça nous rassure tellement. La Dame Blanche en fait partie, la Forêt Noire aussi. Je me souviens, une année, j'en avais prévu une dizaine, et je disais la veille du 24 décembre, je disais à ma belle-sœur, bon, maintenant je ne peux plus faire de Forêt Noire. J'attends toujours le dernier moment, parce que je sais que ce sont des commandes qui arrivent toujours jusqu'au dernier jour, et là je ne peux plus. Et alors, elle a eu un client qui lui a dit, on aimerait bien une grande forêt noire pour Noël. Et ma belle-sœur lui dit, mais on ne peut plus. C'est fini. Christine a cuit les biscuits. Et alors, cette jeune femme lui dit, mais enfin, Madame Ferber, on ne peut pas passer un Noël sans la forêt noire de chez Ferber. On lui a fait la forêt noire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Répondre. On va faire la forêt noire. Bien sûr. Voilà. Alors, ce qui est important, Julie, c'est toutes ces fêtes. Moi, j'aime vivre au rythme des saisons et j'aime vivre au rythme de ces fêtes de l'année parce que j'aime les instants qui partent et les instants qui reviennent. Tous ces instants rythment ma vie. Et c'est pour cette raison, c'est une de ces raisons qui me fait tellement aimer ce métier, parce que je vis au rythme des saisons et parce qu'il y a toutes ces fêtes et toute cette réjouissance autour des fêtes, de ces fêtes, et tous ces clients qui attendent et qui viennent nous voir et nous disent, ah ben on attend le beurre avec A, on attend ceci, cela. Je n'aurais jamais voulu rentrer dans un rythme de production continue pour l'un ou l'autre produit. Je pense que je l'ai appris, j'ai appris ce métier, je le pratique parce que chaque jour a sa fabrication, ses fabrications. Et elles sont différentes tous les jours. Et c'est cet éternel recommencement qui est toujours différent qui me passionne. Et en plus, on fait un métier qui est une palette de couleurs avec je ne sais combien de couleurs. Il y a 6 métiers dans notre métier. Il y a la pâtisserie, il y a la boulangerie, les pâtes, il y a le chocolat, la confiserie, les glaces, le traiteur. Parce que le pâtissier était toujours traiteur. Il a toujours fabriqué ses pâtés, ses terrines,
tous ces produits cuisinés qui étaient enrobés de pâte, c'est le pâtissier qui les a fait le premier. Quand vous observez les gravures anciennes, vous observez souvent un pâtissier avec une carriole sur laquelle il y a plein de tourtes qu'il allait vendre sur les marchés ou avec lesquelles il faisait du porte-à-porte. Donc, ce qui me passionne, c'est cette diversité constante, diversité qui peut vous mettre dans une forme d'insécurité, hein, c'est jamais redondant, c'est chaque jour autre chose et chaque jour, il y a un risque. On est en rapport avec une matière qui bouge et qui vit, une matière que vous ne dominez jamais, que vous ne maîtrisez jamais, que vous arrivez tout juste à apprivoiser. Et j'adore quand il y a un risque. Voilà. Et Christine, dis-moi, quand tu rejoins la maison en 1980, que tu développes ta nouvelle gamme de produits, quelle est la vision que tu as pour la maison familiale à ce moment-là? Ah, mais j'en ai aucune. J'en ai aucune. C'est-à-dire que j'avais envie de pratiquer tous les métiers de mon métier. J'avais envie de faire du chocolat. Alors, 3 ans après, après mon arrivée, j'ai eu l'occasion de racheter le matériel de ma patronne chocolatière à Bruxelles qui prenait sa retraite. Et là, j'ai commencé à faire du chocolat. Mon père était très heureux de m'avoir parce que ça lui permettait d'aller se promener un petit peu plus. Et puis, il me disait, il disait, moi, de toute façon, j'ai toujours voulu être cuisinier, je n'ai pas voulu être boulanger, donc maintenant tu es là, tu reprends tout en main, et puis moi je commence un service traiteur. Alors c'était très vif, très intelligent de sa part, puisqu'on ne s'est jamais marché sur les plates-bandes. Au contraire, on se complétait. Il a été très intelligent, parce que c'est pas évident de composer dans une même famille, sur une même confection, une même fabrication. Il vaut mieux que chacun ait un peu son rayon, son domaine. Et mon père a très vite compris ça. Et puis surtout, il avait envie de cuisiner. Alors on se complétait vraiment. Il m'a dit, tu vois, Christine, je pense qu'au départ, tu peux continuer, il faut continuer ce que je faisais. Bon, la gamme n'était pas très large. Il y avait une charlotte, une forêt noire, un gâteau ananas genre forêt noire, il y avait des bombes glacées, le Kouglof glacé qu'il a créé en 1963. Il y avait des biscuits, des gâteaux secs, des petits sablés et des truffes à Noël, à Pâques, et ça s'arrêtait là, je crois. Et beaucoup de produits, bien sûr, de boulangerie, des délicieux pains et du Kouglof, parce qu'il était boulanger de métier au départ. Alors c'est drôle, je dis, vous voyez, il était boulanger. Je vais vous raconter une histoire trop belle. Allez-y. Alors, je me souviens quand je suis rentrée au début, j'ai envoyé ma maman au cours chez les dames pâtissières, suivre des cours d'emballage, parce que moi je faisais des nouvelles choses et je demandais à maman d'aller apprendre à les emballer. Et je lui disais, tu sais maman, tu n'as pas besoin de faire ça. L'emballage, c'est moi qui le ferai après ma fabrication, mais je n'ai pas le temps de sortir chez ces dames et d'apprendre à faire des rubans, des nœuds, d'emballer joliment les choses. Mais moi, tu vas apprendre, tu me le transmets et je vais faire. Alors, quand elle est rentrée à la maison, elle m'a dit, c'était bien, mais je n'irai plus. Alors, je lui dis, ah bon, tu n'iras plus, maman? Elle me dit, oui, parce que tu sais, nous, on est des boulangers. Je dis, ah bon, on est des boulangers, mais qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les boulangers et les pâtissiers? Alors, elle m'a dit, mais tu sais, les pâtissières, elles ont des diamants à tous leurs doigts, elles ont des manteaux de fourrure, elles vont à Megève en hiver et à Cannes en été. Alors, elle dit, nous, on n'a pas tout ça, on ne fait pas tout ça. On est des gens très, très simples. On n'a pas ces moyens-là. Et tu sais, on nous fait vraiment sentir qu'on est des boulangers et qu'on est d'une caste différente. Je dis, ah bon, maman? J'ai dit, mais ça fait rien, retourne quand même à tes cours, il faut qu'on apprenne. Et alors, c'était drôle. Vous savez, Julie, j'avais 19 ans et elle a mis une forme de complexe en moi. Et je me suis dit, mais enfin, moi aussi, je vais être une pâtissière, chocolatière.
Je veux faire les travaux les plus fins, les plus raffinés, je veux travailler dans une belle maison et moi je veux pas être, la boulangère. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand quelqu'un ne faisait pas joliment son travail, on le traitait de boulanger. Tu n'es pas un pâtissier, tu es un boulanger. Et à l'époque, la boulangerie n'avait pas des titres de noblesse comme aujourd'hui. C'est seulement dans les années 90, lorsqu'on a commencé à parler un peu plus des produits du terroir, que tous ces métiers, les métiers de boucher, les métiers de charcutier, les métiers de boulanger, ont été un peu plus mis en valeur. Ça, c'est dans les années 90. Donc moi, j'étais là en 78, 79 avec mon complexe de boulangère. Et alors, je voulais absolument, de toute façon, partir, travailler à Paris et travailler dans la maison la plus fine, la plus belle, la plus raffinée, à faire les pièces montées les plus belles et à devenir une vraie pâtissière confiseuse. Et j'ai eu la chance, donc après avoir gagné le concours, d'être embauchée à la Maison Pelletier, à Paris. La Maison Pelletier qui était, je crois que c'était avec le nôtre, d'Aloyau, la plus belle maison de France. Et Monsieur Pelletier a été le créateur des relais dessert. D'abord, j'ai travaillé à tous les postes et bien sûr, comme j'étais une femme, il avait des hésitations. Et en fin de compte, au bout d'un mois, il a dit bon, allez, c'est d'accord, je vous garde. Tous mes chefs ont dit que vous travaillez bien, donc je vais vous garder, mais vous savez, c'est très compliqué. Hein, les femmes sont très compliquées, il me disait. Il me disait qu'il y a toujours des problèmes avec elles et c'est toujours un risque que d'en embaucher une. Voilà. C'est pas vrai. Voilà ce qu'il m'a dit. Et en fin de compte, il m'a gardée, j'ai pu rester. Et il m'a mis au poste de l'entremets, au poste de la finition. Tous les autres employés étaient très... Il y avait beaucoup de jalousie parce que le poste de la finition était très prisé par les uns les autres. Et moi, j'arrivais et au bout d'un mois, il m'a mis à ce poste-là. Et le dimanche, le chef, lorsqu'il n'était pas là, je remplaçais le chef à la finition des gâteaux. C'était vraiment un grand honneur. Une sacrée responsabilité aussi, j'imagine. Oui, et j'avais 20 ans. Ah, dis donc. Et le patron était là à 4 heures du matin, jusqu'à 6-7 heures du soir, et il travaillait avec nous à l'atelier. Et ça, c'était extraordinaire aussi, puisqu'il était là pour donner l'impulsion, pour reprendre nos gestes, et il dressait. Il faisait beaucoup les pâtes, et puis il faisait un dressage des masses. Moi, je ne comprenais pas, parce que dans ma tête, un patron, ça fait que les finitions. C'est ce que j'avais à l'époque dans ma tête. Et alors, un jour, il m'observe, je n'ai jamais rien dit, il m'observe et me dit « Mademoiselle, je sais ce que vous avez dans vos pensées. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « Vous vous demandez pourquoi je travaille les pâtes, pourquoi je dresse, pourquoi je ne fais pas de finition de gâteau. » Alors il dit « Je fais la création, mais ensuite, je ne m'occupe que des masses de base. » J'ai dit « Oui, monsieur, parce que dans ma tête, être un patron d'une si belle maison, c'est ne faire plus que les finitions. » Il me dit « Mais vous vous trompez complètement. Votre finition, elle peut être extraordinaire, mais elle peut être un leurre si l'intérieur de votre gâteau n'est pas bon. Et votre client ne reviendra jamais. Donc la vraie vie du gâteau, c'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne avec mes masses, mes cuissons, mes pâtes. Et ce sont les fabrications qui entraînent les plus grands risques. Vous imaginez, Julie, j'ai dû aller à Paris, dans la plus belle maison de France. Et c'est Monsieur Pelletier qui m'a enlevé mon complexe de boulangère. C'est extraordinaire. Aujourd'hui encore, chaque fois que je fais une pâte, je pense à lui. Et il m'a appris, très jeune, à aller vers la vraie vie dans le gâteau. Et il m'a fait comprendre beaucoup de choses, ne serait-ce qu'avec ces quelques phrases qu'il a dit. Madame Pelletier vit toujours. Monsieur Pelletier est décédé à moins de 50 ans, très jeune. Mais Madame Pelletier vit toujours et elle vient en Alsace de temps en temps. Elle vient chaque fois me voir. Et elle me dit le plus joli des compliments.
Elle me dit: «Marie-Christine, monsieur serait fier de vous». Oh, C'est magnifique, hein? c'est incroyable, Voilà. c'est très beau. Est-ce que monsieur Pelletier t'a inspiré dans ton rôle de directeur de la maison aujourd'hui? Oui, bien sûr, j'ai des recettes que je faisais à la maison Pelletier, que je fais toujours Mmh. et il m'a inspiré une précision dans la finition, dans la coupe, dans aussi une il m'a beaucoup inspiré parce qu'il était toujours là auprès des personnes dans son atelier et il œuvrait tout le temps avec son équipe et ça, c'est une chose que j'ai toujours gardée aussi dans mon ouvrage, le fait d'être là du matin au soir et d'œuvrer avec les personnes qui sont là et en plus, il avait une dans ses compositions, il avait une telle délicatesse. Tout était délicieux et ouais, ce sont des personnes mais que j'ai adorées. Mais quel bonheur d'avoir pu rentrer dans cette maison parce qu'à l'époque, Julie, aucune maison ne cherchait de personnel. Devant le pas de porte d'une maison comme la maison Pelletier, il y avait 80 personnes qui attendaient pour pouvoir y travailler. Mmh. Donc c'était une chance. Et je dis toujours, on a travaillé des heures très importantes, mais s'il avait encore fallu travailler plus, je l'aurais fait. Mmh. Et je dis toujours, j'avais 1 an pour partir de mon village et apprendre, me perfectionner dans mon métier. Et je dis toujours, même si j'avais dû payer pour aller apprendre chez Pelletier, je l'aurais fait. Ouais, bien sûr. Tellement c'était magnifique, magnifique. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Christine. J'aimerais revenir sur tes confitures parce que c'est une grande partie de ton activité. Pour ceux qui ne savent pas, tu es considérée comme la fée des confitures. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, comment est-ce que, le succès, des confitures, est venu à toi? Comment tu l'as créé? Alors je dois dire que d'abord mon rêve dans mon travail, ça a été toujours de très bien faire, de respecter la matière et de faire un très joli et un très bon produit. Mmh. Juste une petite parenthèse, après 1 an, je suis rentrée à la maison, donc chez mon père et pendant que moi j'étais à Paris, ma sœur travaillait à l'hôtel Lutetia. Elle était réceptionniste parce que Betty a fait une école hôtelière D'accord. et je me souviens toujours dans le train, il me disait: «Mais c'est pas possible, tu vois, maintenant on est obligé de rentrer à la maison. Notre père nous demande de rentrer, mais c'est pas possible, on aurait encore pu rester à Paris». Et puis elle me disait: «Et puis toi, tu ne dis rien. Tu fais toujours ce que papa te dit de faire». Et alors je me souviens, mais toujours de cet instant, je lui ai dit: Tu sais Betty, je fais toujours effectivement ce que les parents nous demandent de faire, mais moi je vais rentrer. Je n'ai pas pu faire mes voyages, mais je vais rentrer et je vais essayer de faire les plus beaux gâteaux, les meilleurs gâteaux et d'autres choses. Je vais pratiquer toutes les couleurs de la palette de mon métier et un jour, je pense que les voyages viendront à moi Et c'est ce qui s'est effectivement passé. et c'est ce qui s'est produit. Alors je n'avais pas de rêve particulier, j'avais surtout une envie de bien faire et de mener mon ouvrage, mais le plus loin possible. Mmh. Alors, ce fut le cas des confitures. Au début, quand je faisais mes gâteaux, je n'en vendais pas beaucoup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et alors, j'avais demandé à papa, je lui ai dit: «Tu sais papa, je pense qu'il nous faudrait une boutique à Colmar». Mmh. Alors là-bas, les bus s'arrêtent devant la boutique, de nombreuses personnes descendent du bus, ils observeront mes vitrines et ils auront envie de venir acheter. Ici, dans ce village de 300 habitants, il n'y a pas un chat qui vient. Ils viennent le soir dans les caveaux du village, parce que Niedermorschwihr était toujours un village très réputé pour ses petits caveaux et ses Windstube où on dégustait les plats de famille. Et le soir et la nuit, notre boutique est fermée, donc ces gens-là ne viendront pas. Alors il me dit: «Écoute, c'est une très bonne idée, mais je souhaite te faire réfléchir». Il me dit: «Est-ce que Eberlin est dans une grande ville, l'auberge de Lille?» Alors je lui ai dit: «Bien sûr que non, c'est un village, je crois, de 600-700 habitants». Il me dit: «Mais écoute, tu peux devenir aussi grande, aussi connue dans le monde que l'auberge de Lille, mais il y a plusieurs conditions.
Je dis: «Ah bon?» Il me dit: «Oui, tu dois faire du très bon travail, utiliser des matières premières extraordinaires Mmh. et tu devras surtout faire ce que les autres ne font pas ou ne font plus et avec une volonté sans faille». C'est un sacré challenge. J'ai réfléchi, mais j'ai trouvé que l'idée que son avis était juste et le fait d'avoir un peu moins de travail les débuts de semaine m'a permis de faire des choses que les autres ne faisaient pas. Entre autres, les confitures. Un jour, quelqu'un m'a j'ai pu voyager dans mes rêves de pâtisserie parce que les débuts de semaine, je n'avais pas trop de travail. J'avais mon quotidien avec, la boulangerie, un peu de gâteau, un peu de glace et mon père avait commencé le service traiteur, donc je commençais à faire un peu plus de gâteaux. Mais j'avais surtout mardi, mercredi, des journées un peu plus souples. Et un jour, quelqu'un m'a apporté des griottes. C'était en 83. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des confitures. On vend des confitures semi-industrielles dans notre épicerie, parce qu'on est toujours l'épicerie du village. Et je vais faire des confitures. Et maman passe dans la cuisine et me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ah ben non, il n'en est pas question. Les confitures dans la maison, c'est moi qui les fais. Et c'est grand-mère qui les fait. Tu peux en faire et on les mettra uniquement en déco. Les premiers clients qui voulaient les acheter, maman leur a dit: «Ah non, 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 on a de la griotte, de telle marque ou de telle autre marque. Celle-ci, c'est de la décoration». Et les clients sont partis sans acheter de confiture. Lorsque le 6e client est arrivé, elle est venue me voir, elle m'a dit: «Tu sais, on devrait quand même les vendre». Et j'ai accepté. Et ce qui fut extraordinaire, c'est le retour des clients. Parce que ce qui est merveilleux dans notre métier, c'est qu'on fait les choses comme on les aime. Et il y a toute notre sensibilité dans un gâteau. On ne sait pas si ça va plaire ou non. On espère toujours. Mmh. Et quand il y a ce retour du client, qui vient vous voir et qui vous dit, mais c'était un instant magique au moment de la dégustation. Il faut continuer. J'aimerais encore ce gâteau. Ben, vous avez tout gagné. C'est sûr, le Et plus beau ce cadeau. client vous donne une énergie Mmh. extraordinaire pour faire et refaire. Même si vous avez une journée de travail de 12 heures dans les jambes, ben vous pouvez repartir et vous pouvez encore faire et encore faire grâce à cette énergie qu'on vous a donnée. Et moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'est par passion Mmh. et par envie de bien faire et de faire le plus loin possible. Je n'ai jamais, jamais compté mon temps. Et aujourd'hui encore, je ne compte pas mon Oui, temps. j'imagine que c'est un travail de longue haleine et du quotidien. Et alors j'ai continué et les confitures sont devenues un jeu. J'ai fait mon premier mélange. Alors j'ai d'abord fait de la griotte, puis de la framboise, puis de la myrtille, la première année. La deuxième année, j'ai fait mon premier mélange. Ma première association, c'était pêche jaune et rondelles d'orange. Et toutes ces associations sont devenues un jeu. C'était très ludique de faire cela. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Alors j'ai eu la chance, étant toute petite, nos parents n'avaient pas le temps de s'occuper de nous. Et toutes les fins de semaine, nous étions chez grand-mère et grand-père, qui vivaient dans le village d'Aubermonschwir, presque en autarcie. Ils avaient un verger, des animaux, grand-mère faisait des conserves. Et j'avais toujours en mémoire ce joli garde-manger avec tous ces bocaux de cerises au sirop, mirabelle au sirop, de confiture, de ces belles couleurs. Et pendant que je faisais, je pensais à elle. J'avais envie de retrouver ce joli tableau qu'il y avait dans son cellier. Voilà ce qui me motivait et j'avais envie de créer des tableaux. J'avais surtout envie de respecter la texture du fruit, Mmh. sa couleur aussi. Et si on veut garder la jolie couleur, le bon goût du fruit, il y a vraiment des techniques à développer pendant la cuisson. Et c'est toute cette recherche que j'ai fait, bon, bientôt déjà, depuis 40 ans bientôt. Voilà. Et comment est-ce que le succès que tu as eu avec les confitures a impacté ton organisation? J'avais décidé de... Mes parents, ils étaient des fois un peu fâchés quand je faisais ces confitures, hein, je vous le cache pas.
C'est-à-dire, ils avaient peur que je ne fasse passer cette fabrication avant mes gâteaux et avant les chocolats, les autres choses que je faisais. Et il faut dire aussi que quand vous ne travaillez que le fruit frais, cela demande un investissement très important au moment de la récolte, l'achat des bocaux et le travail investi pour ces fabrications sont très importants. Donc, c'est un produit que l'on garde en réserve quelques mois et qui n'est tous les produits sont pas vendus tout de suite et ça demandait une immobilisation en trésorerie importante. Donc mes parents avaient très peur que ce qu'ils avaient mis sur pied dans cette boutique ne bascule dans le rouge à la banque. Bien sûr. Il faut y mettre les mots justes. Et, euh, et donc, ils n'étaient pas toujours d'accord que je fasse des confitures, que je les fasse passer avant une ou l'autre fabrication. J'ai pu vraiment me permettre de faire des confitures d'une telle qualité, mais justement parce que j'avais cette autre partie de l'entreprise qui me soutenait financièrement. Alors, j'ai décidé à un moment donné de faire les gâteaux le matin avec mes employés. Nous avons changé les horaires de travail. Au lieu de travailler le matin et l'après-midi, mes employés ne sont venus plus que les matins. D'accord. Ça les arrangeait puisqu'ils avaient leur après-midi chez eux. Ça leur permettait de faire d'autres choses. Et moi, les après-midi, j'ai alors commencé à faire les confitures toute seule. Les après-midi jusqu'à la finition. Le petit tissu que je découpais pendant des années. Je prenais les tissus de ma grand-mère dans ces vieux coffres en bois et je les découpais avec un ciseau cranté. Voilà. Et donc, je faisais ça les après-midi. En fin de compte, c'est une deuxième activité que je développais. Bien sûr. Et après avoir bien œuvré dans la première déjà. Et est-ce que tu as dû mettre en place un service export pour permettre à tes confitures de voyager à travers le monde? Non. Alors, il y a un jeune homme du Durkheim qui a fait Sciences Po Montaigne, ensuite il a fait HEC, et c'était très drôle. Il y a 17 ans, il venait m'aider à faire les confitures en été. Et sur le plan commercial, il a un jour parlé de notre maison. D'accord. Et ils lui ont posé beaucoup de questions sur le plan commercial. Et la commercialisation des confitures, la création. Alors, il y a 17 ans, on était à mi-parcours de cette aventure. Et ils lui ont demandé, mais qui est-ce qui a créé le tissu? Quel designer? Alors, il répond, Christine Ferber. Qui est-ce qui a fait l'étiquette? Est-ce qu'il y a eu un appel à différentes personnes? Ah ben non, c'est Christine Ferber. Mais qui est-ce qui prépare les fruits? Christine Ferber. Qui est-ce qui les cuit? Qui est-ce qui met les confitures en pot? Christine Ferber. Et qui est-ce qui s'occupe des clients? Moi, je me souviens au début, quand en 88, la vente aux revendeurs a commencé, et surtout en 92, après un passage à l'émission Télématin avec William Lémergie et Vincent Ferniaud, on a eu beaucoup de demandes de personnes pour la revente, mais je me vois encore en train de remplir mes pots et de répondre au téléphone, de prendre des commandes pour des revendeurs, ensuite d'appeler le transporteur, différents transporteurs pour essayer d'avoir des prix de transport les moins chers, mais au début, on fait tout, Julie. Tout. Et c'est seulement lorsque l'activité se développe qu'on peut, à un moment donné, se permettre de prendre une personne qui posera les tissus, qui fera les nœuds. Ensuite, aujourd'hui, on a une personne qui s'occupe de la vente à tous les revendeurs, qui reçoit les commandes, qui prépare les commandes, ensuite qui les expédie. Mais tout ça, ça se fait au fil des ans, quoi. Il faut quand même avoir une certaine quantité de produits à vendre à des revendeurs jusqu'à ce qu'on puisse embaucher une personne comme ça, et qui fait cela. Et tant qu'on n'a pas les moyens, après la fabrication, on le fait soi-même. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire les confitures, quelle est
Qu'est-ce que ça représente en pourcentage dans ton chiffre d'affaires? Alors, les confitures représentent entre 40 et 45% D'accord. du chiffre d'affaires aujourd'hui. La pâtisserie, boulangerie, pâtisserie, chocolat, glace représente 40%, je dirais, Mmh. et entre 15 et 20% le traiteur. Le service traiteur, d'accord. Le service traiteur qui inclut bien sûr de la pâtisserie et nous avons une très très grande tradition de pâté en croûte, de terrine dans notre maison, et ça de tout temps, hein, comme tous les pâtissiers à l'origine. Et donc ça représente une quantité importante de D'accord. notre service traiteur aussi, de travail, notre service traiteur. On a beaucoup parlé de tes succès, mais peu de tes moments de doute. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a eu des échecs dans ta carrière? Mais je suis dans le doute tout le temps, tous les jours. Je suis dans le doute, par rapport aux fabrications, par rapport aux produits, je suis dans l'angoisse. Est-ce que cette année, là maintenant, on va commencer à rentrer les Mirabelles? Comment elles seront? Est-ce qu'elles seront petites? Alors, c'est les années où il pleut moins, elles sont très petites. Donc, le coût de revient du nettoyage de la Mirabelle, c'est-à-dire on enlève chaque tache Oui. au couteau, ensuite on ouvre les mirabelles, on les sépare, on enlève les noyaux, on les précuit. On sait que si les mirabelles sont très petites, ben le coût de revient de ce travail sera presque du double. Mmh. Et donc c'est plein d'angoisse, une entreprise, un travail, mais plein de risques et plein d'angoisse constamment. Mais c'est plein de bonheur aussi. Moi, je pense que pour arriver à quelque chose de bon, on doit toujours prendre un chemin plus compliqué, un chemin plus corsé d'embûches, quand on veut quelque chose d'exceptionnel en goût, mais c'est pas la mirabelle congelée qu'il faudra prendre. Le Mmh. chemin le plus facile serait de prendre de la mirabelle dénoyautée congelée. Ouais, bien sûr. Mais moi, je ne veux pas ça, parce que je veux aller toujours vers l'exceptionnel et puis surtout, je veux avoir mon contact avec les personnes qui cultivent. Je veux avoir en main le fruit qui est beau, qui est frais, je veux le sentir. Là, on peut parler d'un ouvrage de création. Si on prend une poche qu'on ouvre et puis qu'on décongèle et dont on fait une confiture qui peut être bonne, pour moi, c'est plus une activité commerciale, c'est Mmh. autre chose. Bien C'est sûr. autre chose. Dis-moi quels sont les rêves que tu as pour la maison Ferber? On aimerait créer un salon de thé depuis très longtemps. Mmh. Il y a 5 ans, on a construit un bâtiment dans le village dans lequel je fais mes chocolats, mes confitures et dans lequel mon frère a installé une grande cuisine pour faire aussi ses terrines, ses pâtés en conserve. Et ce bâtiment, cette maison nous a permis de séparer les activités et d'avoir de merveilleux ateliers avec une vue sur les vignes, sur la forêt noire et avec énormément de lumière. C'est donc un bâtiment très moderne, très beau. Et moi, je travaille encore dans les deux parce que j'ai besoin de l'ancienne maison qui date du XVIIe siècle. Elle est de 1615 et j'ai besoin de cette maison et de ses racines et de la tradition familiale. J'ai besoin des deux. Alors, il y a quelques années, un réalisateur des Racines et des Ailes était là. Il me dit c'est merveilleux parce que l'ancienne maison, ce sont vos racines, et puis ici, dans ce nouveau bâtiment, ce sont vos ailes. C'était très joli. Dans l'ancienne maison, j'aimerais créer un salon de thé. Un salon de thé, c'est pas très rentable aujourd'hui par rapport à l'investissement. Lorsqu'on parle économiquement, ça demande un gros investissement pour, je dirais, peu de résultats. Mais j'ai envie de ce lieu qui sera un lieu de partage, un lieu aussi où j'aimerais inviter des auteurs qui partageront leurs livres, leurs histoires, leurs écrits. J'aimerais créer dans ce lieu des petites expositions. J'aimerais pouvoir offrir un instant aux gens qui passent.
Voilà, alors je sais pas si ça se fera, j'aimerais. Moi qui suis comme Marianne, je ne peux que me réjouir d'une telle nouvelle. Et en plus, on pourra faire des petits desserts à l'assiette qui seront parce que je n'aimerais pas faire servir juste l'éclair. J'aime servir des pâtisseries simples. Moi, ce que je préfère, c'est un baba au rhum ou un éclair au café, un opéra aussi. Mais j'aimerais faire un grand chariot de dessert, vous savez, avec des blancs à la neige, le flan maison, des pommes au four, des choses qu'on peut difficilement Oui, tout à transporter. fait. Des choses plus fragiles, comme dans des restaurants, très légères, très aériennes, très fragiles aussi, qu'on ne peut que servir sur place. Voilà. Et j'aimerais des échanges, j'aimerais un partage. Ah, c'est un magnifique projet en tout cas. Et pour terminer, Christine, peux-tu me dire, toi qui es dans le métier depuis des années et tu as, de par ta famille, un passé très riche dans ce milieu-là, peux-tu nous dire comment est-ce que tu perçois l'évolution de la pâtisserie et du métier de pâtissier? Alors, beaucoup de choses peuvent se faire aujourd'hui avec des machines. Par exemple, un dressage à la poche. Bon, je n'ai pas encore de dresseuse, mais de nombreux professionnels ont déjà des dresseuses. Alors je trouve que c'est très bien. Le dressage qui en découle est très, très régulier. Le travail se fait plus rapidement et demande moins d'efforts physiques à la personne. Donc tous ces si je parle maintenant des machines qui sont mises en place, toutes ces nouvelles techniques, nous permettent d'être moins fatigués après une journée de travail et d'obtenir un travail très régulier. Néanmoins, découle de cela, une perte d'un peut découler de ça, la perte d'un savoir-faire. Ne serait-ce que dresser à la C'est vrai. poche, c'est un savoir-faire et moi je souhaiterais que ces savoir-faire ne se perdent pas. Ou par exemple, faire des pâtes feuilletées. Aujourd'hui, il existe sur le marché de nombreuses sociétés qui vous proposent des croissants congelés et que vous avez juste à faire fermenter, à faire cuire. Et je dois dire que ces produits certains sont de bonne facture, de bonne qualité, mais le professionnel qui n'utilise plus que ça ne fabrique plus ses croissants. Donc toutes les personnes qui sont autour de lui perdent un certain savoir-faire, et surtout les apprentis. Alors, ce n'est pas le tout de l'avoir fait une fois ou d'avoir vu faire. La, je dirais, la qualité professionnelle auprès d'une personne augmente par la pratique. Et c'est en pratiquant, qu'on devient meilleur sur le plan, autant dans la fabrication que dans la connaissance de la réaction de la matière. Parce que je dis toujours, des recettes, vous en trouvez partout aujourd'hui, dans les livres. Moi, j'ai écrit beaucoup de livres, autant dans les livres, dans les magazines, sur Internet. Et lorsque des Japonais viennent travailler chez moi, ils font beaucoup de recettes. Et je leur dis toujours, le plus important, ce ne sont pas les recettes, vous les trouvez Bien partout. sûr. Le plus important, c'est le geste, la manière dont on touche la matière, dont on la travaille. Ça doit être fait en douceur, ça doit être fait. Il faut pas vouloir brûler des étapes si on veut un beau produit. Et tout ça, ça s'apprend en faisant, parce que vous devez apprendre comment réagit une matière par rapport à ce que vous lui imposez. Et c'est ainsi que vous rentrez au cœur de la matière. C'est ainsi que vous êtes en osmose, en symbiose avec elle, et que tout doucement vous l'apprivoisez, et tout doucement la matière se rapprochera de ce que vous souhaitez. Alors ça, c'est pas Monsieur Pelletier qui me l'a appris. Monsieur Pelletier m'a appris une grande technicité, des recettes magnifiques, une précision dans le geste. Par contre, mon père m'a appris une pâtisserie, une boulangerie, une pâtisserie, une cuisine plus intuitive. D'accord. Alors la confiture, c'est comme la cuisine, c'est comme la boulangerie. C'est très intuitif. La pâtisserie,
On dit toujours c'est plus précis, il faut vraiment que ce soit pesé. Et surtout, quand vous faites de la pâtisserie, quand la tarte est au four, on ne peut pas y rajouter quelque chose. Comme si on voulait rajouter quelque chose dans une casserole dans un mec qui est en train de mijoter devant vous. J'ai beaucoup souffert de cet apprentissage, dans le sens où je voulais qu'il me donne ses recettes, qu'il me donne ses secrets. Et il n'a pas voulu, au point où je pensais qu'il ne m'aimait pas. Et que je n'avais pas d'importance pour lui, mais tout au contraire. Un jour, je suis allée le voir, il devait être hospitalisé, et je suis allée lui parler pour qu'il me donne la recette exacte de son kouglof. Alors, il me dit, pas de problème. Je pensais que le ciel me tombait sur la tête à ce moment-là. Je me suis dit, enfin, il va me donner une recette. Et il me disait 1 litre de lait, 3 œufs, 50 grammes de sel, 120 grammes de sucre, 400 grammes de beurre, 400 grammes de raisin, farine en suffisance, levure en suffisance. Alors je lui ai dit, mais papa, c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas être hospitalisé. Moi, il faut que je fasse ton kouglof. Il me dit, mais tu as travaillé assez longtemps à côté de moi, tu aurais pu observer. Je lui ai dit, oui, mais c'est tante Nicole qui te préparait les ingrédients. Et alors, il me dit, mais je te la répète. Il me répète exactement la même chose. Je lui dis, j'ai pleuré. Je lui ai dit, tu ne m'aimes pas. Je lui ai dit, tu sais que tes recettes sont des secrets. Parce qu'à l'époque où tu apprenais ton métier, le patron faisait préparer le sucre par l'un, il faisait préparer la farine par l'autre, il préparait une partie des ingrédients et personne n'avait jamais la recette complète. Et alors, il m'expliquait que c'était vraiment très bien. D'ailleurs, il comprenait pas pourquoi moi j'ouvrais mes livres de recettes à tout le monde. Et lui, il trouvait ça très bien parce que ainsi la recette restait un mystère et tous les employés de la maison étaient plus attentifs au travail parce que chacun voulait détenir le secret et le mystère. Chacun voulait se l'approprier, ce qui n'est pas faux. Alors, il m'a dit, bon, maintenant tu arrêtes de pleurer et tu vas faire. Alors, je suis vite allée voir la tante. J'avais 36 ans, quand même. Et j'ai dit, écoute, Nicole, combien tu lui préparais de farine et de levure? Il me dit, ah ben, je préparais tout le reste, mais pas la farine et pas la levure. Et alors, j'ai commencé à faire. Et tous les jours, il est venu m'observer. Et il a observé le résultat, surtout. Alors, un jour, il m'a dit, mais là, je pense que tu as vraiment trop de levure. Hein. Tu as vu comme ils sont bombés, et quand on met trop de levure dans une pâte, le kouglof se dessèche beaucoup plus vite. Et puis, il est parti. Le lendemain, il est venu voir, il m'a dit, mais là, je trouve que les alvéoles sont vraiment très grandes, je le sens déjà sec, qu'est-ce que tu donnes comme fermentation? Alors, je lui dis, j'ai donné une fermentation, puis j'ai fait les boules, puis je les ai mis en moule. Il dit, ah non, 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 au moins donner 2 fermentations. Ensuite, il faut encore laisser lever la pâte en boule, ensuite, on la met dans les moules, on la cuit, ensuite, il faut encore la laisser lever. Il y a 4 ou 5 fermentations, il me disait, et tu sais, si on le fait fermenter un plus grand nombre de fois, ça augmente. Le temps de fabrication est beaucoup plus long et ça augmente la conservation de ton kouglof. Voilà, encore un indice. Et un jour, la pâte était vraiment très sauvage. Elle se brisait, le beurre, la pâte était très, très visqueuse comme ça. Et je la trouvais bizarre. Il est venu la voir et il me dit, mais t'as observé qu'il y a haute pression aujourd'hui? Haute pression, basse pression. Il me dit, ben oui. Nous, quand on était apprentis boulanger, on devait chaque nuit se mettre sur le pas de la porte. On devait pointer le nez et on devait respirer l'air. Quand l'air était humide, il te picotait le nez. C'est qu'il y avait haute pression. Et donc là, la pâte allait devenir sauvage. Il fallait mettre beaucoup moins de levure. Il fallait vraiment la surveiller. Et surtout qu'elle ne chauffe pas dans le pétrin. Voilà. Vous savez, Julie, je regardais ma pâte dans le pétrin. Je la touchais, je la caressais, je lui parlais. Je lui disais, je veux que tu fasses les belles vagues comme la pâte de papa. Et un jour, il est venu me voir et il m'a dit, waouh,
Ils sont presque comme les miens. C'est très bien. Alors il me dit: «Regarde ces belles alvéoles, il est croustillant à l'extérieur, si moelleux à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils sont beaux!» Il me dit: «Est-ce que tu as noté ta recette?» Je dis: «Mais je n'ai plus besoin de la noter, elle est en moi». Il me dit: «Tu as tout compris». Et j'ai encore une fois Ah ouais, pleuré. j'imagine. Et c'est aussi la magie du métier que je vous ai raconté là. Et très, très belle parole. Merci Christine de partager ça avec nous. Et de rien, avec plaisir, et je vous ai parlé avec mon cœur. Ça s'entend, ça s'entend. Christine, pour terminer, on a l'habitude dans les becs sucrés de proposer une astuce ou une recette fétiche de ton choix. Est-ce que tu as envie de partager avec nous une astuce ou une recette que tu as développée? Je vais en donner une pour les pâtes. J'adore les pâtes sablées. Et très souvent, quand on fait une pâte sablée, on a ces fameux robots ménagers qui rendent bien service. C'est vrai. Et je trouve qu'ils sont très bons, les robots ménagers, pour les pâtes briochées, parce que là, il faut vraiment beaucoup battre la pâte jusqu'à ce qu'elle se décolle du moule. Et plus on bat la pâte, plus on sort le gluten Mmh. du de la farine, et c'est ce gluten qui peut se mettre en action et qui donnera l'élasticité à la pâte. Alors par exemple, dans le kouglof, je fais d'abord décoller toute la pâte et je rajoute le beurre quand la pâte est décollée, et ainsi, elle a juste encore à faire quelques tours, le beurre est mélangé et la pâte décollée. D'accord. Parce que si on rajoute le beurre au départ de la recette, on doit la battre beaucoup plus longtemps. Mmh. Et si la pâte, comme le Stollen ou le Kouglof, contiennent beaucoup de beurre, à ce moment-là, heu, la pâte risque de surchauffer Mmh. et de ne pas vous donner le joli développement qu'elle devrait vous donner. D'accord. Ça, c'est pour une pâte briochée. Pour une pâte sablée, personnellement, quand on fait des petites quantités à la main, quand on fait des petites quantités, je préfère les faire à la main. Mmh. Je mélange le beurre et le sucre, je verse la farine, les amandes, les épices, et ensuite je sable du bout des doigts Mmh. pour obtenir un sable fin, et au dernier moment, je rajoute soit le lait, la crème ou l'œuf pour lier la pâte. Souvent, quand on les fait à la machine, on a tendance à donner un petit tour de trop, Mmh. et alors, la pâte, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, Julie, quand vous l'étalez, elle se brise, Tout à fait. et ça, c'est quand on la tourne de trop au départ. D'accord. Donc, à la main, moi, je trouve que c'est l'idéal. Et alors, quand on découpe les petits sablés, il faut vraiment serrer le découpage pour qu'il y ait le moins de chutes possible. Parce que plus on retravaille les chutes, plus la pâte se corse. Et puis, à un moment donné, on dit qu'une pâte brûle. Et c'est quand ça vous donne cet effet de pâte sablée brisotée sur la table au moment où vous l'étalez. D'accord. Voilà. Et sinon, pour les confitures, alors pour les glaces d'abord, moi j'adore utiliser des fruits frais pour faire mes glaces. Je fais très peu de sorbet. Le sorbet, c'est donc du fruit avec un sirop de sucre citronné. Et moi, je fais cette base, mais je rajoute toujours un peu de crème anglaise et un peu de crème fraîche. Parce que le côté un peu riche de la crème fraîche, Mmh. le côté riche de la crème fraîche rend votre glace plus voluptueuse. Ça, le côté beurré fait ressortir les parfums, fixe les parfums. Mmh. Dès que vous rajoutez de la crème, vous rajoutez un peu de gras et vous fixez les saveurs. Nous, on fait toujours des crèmes glacées, hein. Ensuite, pour le chocolat, j'adore le chocolat, j'aime énormément les ganaches. Personnellement, j'aime beaucoup un chocolat qui s'appelle Mangiari. Je vais pas faire de pub pour Valrhona, mais ce sont eux qui le font. Et j'aime beaucoup ce Grand Cru de Madagascar, qui est un chocolat d'un seul terroir, qui a des saveurs très fruitées, très, oui, fruitées et un peu tanniques. Et je l'utilise beaucoup pour mes ganaches, pour le marier au poivre, à la lavande, aux épices aussi. Cette année, au Salon du Chocolat, j'ai rencontré Santiago Peralta. C'est le créateur de la société Pacari en Équateur.
Et lui, il fait des chocolats bio. Et mais délicieux, délicieux. Et des chocolats très peu fermentés. Et entre autres, il a un chocolat au lait qui est délicieux. D'ailleurs, l'année prochaine, pour le salon du chocolat, je vais confectionner une tartelette au chocolat au lait, avec une ganache au chocolat au lait, et une inclusion de fruits de la passion, parce que le fruit de la passion se marie très très bien avec le chocolat au lait. Voilà. Et puis pour les confitures, comme au premier jour, moi je les fais comme au premier jour, je fais toujours une première cuisson pour permettre aux fruits de se confire tout en douceur. C'est-à-dire, j'apporte les fruits à ébullition avec le sucre, et au frémissement, dès qu'il y a le premier bouillon, j'arrête la cuisson, et ensuite je verse cette cuisson dans un grand bol, ou en terre, ou dans une jatte en inox, ou même un saladier. Et je couvre d'une feuille de papier sulfurisé, ou alors d'une feuille de plastique très très épais. Et le lendemain, je recuis ce mélange pour faire la confiture. Alors pendant la nuit, le jus du fruit sort du fruit et le sucre que j'ai ajouté rentre tout doucement dans le fruit. C'est la première étape du confisage, vous voyez. Et quand les personnes font macérer les fruits avec le sucre la veille, c'est aussi déjà une forme de confisage, parce que le sucre donne la possibilité au fruit de rejeter son eau, et le fruit prend déjà du sucre de macération. Voilà, et ça permet aussi aux confitures, que ce soit la macération à froid ou alors la pré-cuisson, ça vous permet de les cuire un petit peu moins longtemps afin de préserver leur texture. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Non, on a une super panoplie d'astuces pour tous les types de produits. Merci d'avoir partagé ça avec nous, Christine. On arrive sur la fin de cette interview. Je tenais vraiment à te remercier du fond du cœur pour ta présence, d'avoir partagé avec nous ces belles paroles, et j'espère qu'elles inspireront plus d'une personne à se lancer dans ce métier-là. Oui. Alors Julie, je vous invite à venir visiter notre nouvelle maison, et puis l'ancienne qui est toujours là et qu'on espère transformer dès que cette période un peu difficile sera passée, hein, parce que on vit une période un petit peu difficile, comme tous les gens dans tous les métiers la ressentent. Et voilà, mais on va repartir. En tout cas, je viendrai avec très grand plaisir, et j'invite la communauté des bacs sucrés à passer à Niedermorschwihr pour découvrir des créations. Et Julie, merci beaucoup de faire voyager toute notre expérience, notre ressenti, notre passion et notre amour pour ce métier. Merci Julie. C'est mon plus grand plaisir. Merci Christine. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook @lesbecssucrés-podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact@lesbecssucrés.com. À très vite!